Cette expérience assez effrayante sur la cordillère, avec le froid. J'avoue que je n'ai jamais eu vraiment peur là-bas. Je n'ai jamais vraiment craint les gens, peut-être au moment de sentiers lumineux. Mais là, je dois dire que j'étais un peu effrayée. Et en fait, j'étais beaucoup plus effrayée que quand j'ai eu affaire euh, au moment où j'étudiais les batailles rituelles. Les batailles rituelles ont été quasiment interdites par la police et par l'armée. Et j'avais été prise en train de prendre des photos. Et il m'avait emmenée au commissariat. C'était un peu craignos, mais j'ai jamais eu autant peur que quand j'étais en face de ce monsieur qui allait, que j'invitais à fouiller dans nos sacs. Voilà. Et puisque j'en suis à raconter ma vie auprès des gens, enfin des bribes comme ça, des expériences, pas la vie quotidienne bien sûr, euh, j'en ai fait en fait une sorte de réflexion sur la position de l'ethnologue dans la vision, dans la conception des indigènes. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Et nous avons fait un colloque dédié à mon collègue Raymond Jamous pour sa retraite, où plusieurs d'entre nous du laboratoire, les membres du laboratoire, nous sommes venus les uns après les autres dans ce colloque raconter ce que nous pensions que nos indigènes pensent de nous, comment on a été pris en quelque sorte. Et je m'étais fondée sur trois expériences pour montrer l'ambiguïté, la difficulté, la complexité de la question. Bon, d'abord, j'étais j'étais prise dans cette expérience dont je vous ai parlé après ma chute de cheval, la maladie des os des ancêtres qui devait sortir de mes articulations, la cure chamanique, etc. Eh bien, la cure chamanique que j'ai subie, en fait, c'était une offrande que je faisais au dieu des montagnes. C'était essentiellement ça. C'est-à-dire qu'à travers l'offrande que je faisais, et là je fais un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à travers l'offrande que je faisais par l'intermédiaire de Don Mariano aux divinités des montagnes, il devait inverser les choses, c'est-à-dire reprendre les ancêtres, les os des ancêtres de mon corps et me rendre l'âme qu'il m'avait prise, c'est-à-dire inverser le mouvement de la maladie. Et donc là, c'était une offrande qui a duré toute une nuit, très compliquée, un rituel sur lequel j'ai d'ailleurs publié évidemment un article de description de l'ensemble de ce rituel. Et là, j'étais dans une position de sacrifiant, hein, puisque j'offrais pour être sauvée au dieu des montagnes. Ensuite, dans cette expérience de Pishtako, je me suis vue dans la position de Pishtako, de preneur de graisse, et donc j'étais dans la position du sacrificateur en quelque sorte, hein, devant ces victimes à qui je prenais leur graisse. Et j'ai eu une troisième expérience qui complète les autres et que je raconterai plutôt quand j'aurai parlé des Néo-Indiens, parce qu'on la comprendra mieux. Je voudrais juste revenir en arrière pour finir ce que je voulais, mon travail sur le Pishtako, car il se trouve qu'il y a en Europe, et en l'occurrence en Espagne, un Pishtako espagnol qui s'appelle El Hombre del Saco, dont on m'a parlé quand j'étais enfant d'ailleurs. Hein. Si tu n'es pas sage, si tu cries, El Hombre del Saco va venir te mettre dans un sac de jute et partir avec toi dans le sac. Une créature mythique comme ça, punitive. Alors là, avec un aspect beaucoup plus de punitif catholique, vous voyez. Et j'ai un peu regardé ce matériel espagnol sur le Pishtako.
Et j'ai vu que finalement, il se fondait peut-être, il y avait un mélange de, oui, un mélange de réalité et d'imaginaire. C'est-à-dire que j'ai retrouvé que dans l'Europe du XVIe et XVIIe, il y avait une utilisation des éléments du corps humain dans la médecine traditionnelle qui était très important. Hein. On voit par exemple des condamnés à mort se faire prendre leur sang au moment de la décapitation, lequel sang va servir dans les hôpitaux à soigner des malades. Les condamnés à mort, ça je l'ai lu dans un document anglais sur la pharmacie de Londres. Les hommes roux étaient particulièrement appréciés parce que leur sang était réputé avoir plus de vitalité que les autres. Il y avait ce qu'on appelait les boutiques de la momie, où on vendait des éléments du corps humain pour soigner des maladies. Et en particulier, la graisse humaine avait une vertu tout à fait émolliente, on guérissait des plaies, etc. Et j'ai découvert, alors il y a un médecin du 18e en Italie qui portait le même nom que mon mari, mon premier mari, Fioravanti, qui était un médecin un peu charlatan, qui était réputé parce qu'il utilisait la graisse humaine de condamnés à mort, de galériens, pour soigner des maladies de peau. Et finalement, j'ai trouvé aussi un document espagnol de la bataille de Tlaxcala au Mexique, qui disait nous avons eu des dizaines de blessés, c'était terrible, nos Espagnols étaient très, très meurtris. Et nous avons pu les soigner parce que nous avons vu un gros Indien qui est passé par là et nous lui avons retiré la graisse pour soigner les plaies des Castillans, de los Castellanos. Là, je me suis dit, bon, finalement, cette histoire de Pichtaco, il y a peut-être un fond. Et j'ai fait tout un travail, si vous voulez, de mesure entre la réalité et la fiction, vous voyez. Comment une réalité crée des fictions. Alors après, la fiction, c'était des moines, par exemple, j'ai recueilli des légendes de moines qui, dans leur monastère, avaient de véritables usines à graisse d'Indien, enfin, où ils récoltaient ça à un niveau industriel, des fantasmes. Et donc, j'ai analysé le lien entre la réalité et les représentations mentales pour la création d'un phénomène comme le Pichtaco sur la longue durée, sachant qu'il y avait un mélange entre la réalité de l'utilisation de la graisse humaine en Europe à cette époque et une autre réalité préhispanique qui était quand même celle du sacrificateur inca. Le sacrificateur inca, qui, on le sait, le sacrifice humain était extrêmement répandu. J'en ai moi-même eu des échos hein, dans la période où j'ai travaillé dans les Andes. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on m'a encore parlé. D'ailleurs, c'est encore une expérience dont je pourrais peut-être dire un mot. En tout cas, c'est probablement le moment le plus difficile que j'ai connu dans les Andes. C'est lorsque j'ai appris que pour soutenir et pour rendre plus solide un pont, le pont de la rivière Urubamba, à côté de la communauté où j'habitais, avait été consolidé par des ingénieurs. Et pour le rendre plus solide, il fallait faire une offrande à la terre. Et une offrande humaine, puisque c'était un ouvrage très important, il fallait au moins non plus des cochons d'Inde ou des lamas, mais un sacrifice humain. Et j'ai appris, comme ça, un peu par hasard, qu'il y avait là un handicapé qui errait dans la communauté, qui allait probablement servir pour cette basse besogne. Et là aussi, je parle d'un vrai problème d'anthropologue, encore un, hein, c'est qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous dénoncez les gens qui vont faire le sacrifice à la police, parce qu'il y a le danger d'un meurtre. Vous vous taisez, vous ne dites rien, et vous êtes complice quand même du meurtre qui va s'accomplir. Que faire ? Toutes les positions, toutes les solutions sont mauvaises. Et moi, j'ai résolu une chose. Je me suis dit, je vais aller voir sa mère. J'ai été voir sa mère, entre femmes.
Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va arriver? Tu peux pas laisser faire ça, elle a fait semblant de ne pas être au courant, on sait pas. Et à vrai dire, ensuite, je pense que sa mère allait faire quelque chose, mais je n'ai jamais vraiment su ce qui était arrivé. J'ai trouvé ce compromis de parler avec sa mère, mais je dois dire que là aussi, c'était dur quand même. Je ne savais pas très bien. J'ai le souvenir d'avoir été extrêmement déroutée. Et donc, de quoi je parlais du Pishtako? Oh oui, du preneur de graisse, évidemment, du sacrificateur. Et donc, ce mélange entre le sacrificateur inca, le preneur de graisse qui a peut-être réellement existé au XVIe siècle en Europe, le mélange des deux, tout ça avec des représentations des missionnaires comme des preneurs de vitalité. Et puis finalement, on ne peut pas échapper au fait que beaucoup d'Indiens voient le preneur de mythes, le preneur de rites, le preneur de généalogie de parenté, le preneur de photos, le preneur de films, comme un preneur de graisse finalement, sans aucun doute. Et puis, eh bien, cette troisième figure de l'ethnologue face aux gens chez qui il travaille, que là, j'ai pu incarner auprès de ce que j'appelle les néo-indiens et qui font l'objet finalement d'une grande étape de mes recherches. Dont je parle maintenant et qui... ah oui, il y a tous ces bouquins. Qui a fait l'objet d'un livre. Alors, c'est un livre publié à Paris chez Odile Jacob en 1996. Les Néo-Indiens, que j'ai écrit avec mon collègue Jacques Galinier. C'est un livre c'est un phénomène anthropologique que nous avons analysé, lui au Mexique et moi au Pérou. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Ce livre a été traduit en anglais, The Neo-Indians, avec l'Université de Colorado, avec cette ravissante couverture que vous voyez là, dans lequel on voit le calendrier aztèque sur une grande voiture américaine, et l'incarnation des deux volcans qui sont unis pour l'éternité, les deux volcans que l'on voit de la ville de Mexico, hein, j'ai oublié, Galinier n'est pas là pour les nommer. Et puis, il a été traduit également en espagnol, Los Neo-Indios, una religión del tercer milenio, chez Abi Ayala. Voilà. Alors ça, c'est une recherche que j'ai entreprise à l'issue de toutes ces études dont je viens de parler, et qui inaugure en quelque sorte une nouvelle période de mon activité de recherche, puisqu'elle va se dérouler dans un contexte complètement différent, cette fois en ville, surtout en ville, pas seulement d'ailleurs, mais surtout en ville, puisqu'il s'agit d'étudier des configurations récentes de l'identité indienne. Ce néologisme néo-indien que nous avons utilisé, Jacques Galinier et moi-même, pour ce travail, eh bien, ça désigne des populations essentiellement qui vivent en milieu urbain, dans les grandes métropoles américaines, souvent des métis ou des gens d'origine européenne, mais pas seulement maintenant, parce qu'il y a de plus en plus d'Indiens qui font partie de cette population. Depuis qu'on a commencé ce travail, ça commence vraiment à être assez important, cette tendance. Eh bien, ils se réclament d'une autochtonie indigène, et pour cela, ils s'appuient sur des textes, des écrits d'anthropologues, et ils se revendiquent une autochtonie indigène qu'ils magnifient, si vous voulez. Ils se fondent surtout sur une espèce de magnificence des cultures aztèques, d'une part pour le Mexique, et inca pour le Pérou, dont ils se revendiquent,
en faisant vraiment leurs ancêtres et en se revendiquant, si vous voulez, en arrêtant avec cette espèce de mépris pour l'Indien et en glorifiant au contraire leur ascendance préhispanique, car descendants d'un glorieux empire dont ils ont un discours sur lequel ils ont un discours complètement apologétique. Alors, c'est un mouvement qui s'étend maintenant, on peut le dire, dans toute l'Amérique, et qui ont, si vous voulez, ceci de caractéristique, qu'ils puisent dans des coutumes très très locales pour faire du global. C'est-à-dire qu'ils globalisent des choses, des petits rituels qui sont recueillis presque comme de l'ethnographie et qui prennent une dimension mondiale, globale, hein, et ceci en se mélangeant avec un mouvement très puissant et qui devient de plus en plus présent dans ces mouvements, qui sont les mouvements de New Age, le New Age nord-américain. C'est véritablement l'invention d'une nouvelle indianité dont il s'agit. Le mot de invention of the tradition de Hochborn est vraiment, là, prend une ampleur tout à fait extraordinaire. Hein. C'est les processus qu'il a analysés. Mais là, on est dans non pas dans des jupes écossaises, dans des kilts écossais, mais dans une culture, je crois pour ma part aujourd'hui, une culture nationale. Alors avec les mouvements New Age, cette identité nouvelle des néo-indiens a pris une tournure très mystique, avec une effervescence rituelle tout à fait extraordinaire, l'invention de nouveaux rituels, une mystique s'inspirant des ruines et de la glorification des ancêtres, etc. Et alors nous avons donc fait une étude de ce phénomène, Jacques Galinier pour le Mexique, moi pour le Pérou, et en particulier dans la zone, c'est surtout la région de Cusco, le berceau des Incas, où cette nouvelle autochtonie apologétique prend son socle. Alors au Pérou, ça vient d'une histoire très, très intéressante, qui est la difficulté, si vous voulez, après. C'est un problème qui s'est posé dans toutes les Amériques. C'est une fois les Espagnols chassés, une fois que les créoles, finalement, ont pris le pouvoir et ont remplacé les Espagnols face aux Indiens, c'est quelle autochtonie trouver pour ces nations. On ne pouvait pas se réclamer d'une autochtonie espagnole, puisque c'est lui qu'on venait de balancer, de mettre hors, de condamner. Hein, on ne pouvait pas non plus, surtout, et c'est ça qui était très intéressant, on ne pouvait surtout pas se réclamer d'une autochtonie indienne, c'est-à-dire d'un être abject, misérable, tel que l'on percevait et que l'on perçoit malheureusement encore les Indiens. C'est-à-dire on ne pouvait pas se réclamer d'une autochtonie sur des êtres inférieurs, n'est-ce pas? Donc, que faire pour définir qui était l'autochtone au moment de l'indépendance d'avec l'Espagne? Eh bien, on a trouvé, puisqu'on ne trouvait pas un autochtone dans la réalité, un autochtone réel dans la figure de l'Indien réputé abject, on l'a trouvé dans une fiction. Et cette fiction, c'est l'Inca, l'Indien impérial, l'Indien étatique, l'Indien capable de créer un État puissant. Donc, l'Inca. Et l'Inca est devenu, de cette manière, à l'époque indigéniste, et en particulier dans les années 20, et ensuite de plus en plus, comme l'autochtone, l'héritier, véritablement, de l'indépendance du Pérou. C'est ainsi que s'est créée une nouvelle mythologie qui produit de l'autochtonie et que cette autochtonie a évolué, s'est mélangée au New Age, à l'apologie, avec des travaux d'anthropologues maintenant, et a donné maintenant ce phénomène de néo-indien avec la création de toute une ritualité qui joue un rôle très intéressant.
tout ça se combine évidemment, comme je vous le disais, avec le New Age, qui ont transformé, le mouvement New Age, qui a transformé les ruines de la région de Cusco en particulier, dans de véritables pôles d'énergie. La notion d'énergie qui est fondamentale pour le New Age. Et une combinaison entre des divinités du New Age, une spiritualité New Age et une spiritualité inca complètement inventée, en particulier un mélange entre Pachamama pour les Andins et Mother Earth des New Agers. Et une mondialisation de rituels souvent très très intimes. Par exemple, le pao, le sacrifice que j'ai fait pour ma guérison, pour ma cure chamanique. Le pao, qui est un rituel d'offrande tout à fait courant dans la société indigène, très discret, fait dans le secret des maisons, pour la santé de la famille, pour la fécondité des champs, etc. Eh bien maintenant prend des formes tout à fait différentes quand elle est appliquée par les New Agers. Alors, si vous, là aussi, on a des circuits sacrificiels, des circuits complètement différents. Avant, il s'agissait d'une offrande faite par un officiant aux divinités des montagnes ou à la Pachamama pour recevoir en échange la santé de soi ou la fécondité des champs. Maintenant, il s'agit d'un circuit tout à fait différent, puisque les néo-indiens et singulièrement les New Agers, à travers le même rituel du pago, capte l'énergie qui est contenue dans les ruines incas et la transmet à celui qui avant était l'offrant et qui maintenant est devenu un capteur. C'est-à-dire que si avant l'offrant indien du sacrifice offrait quelque chose, maintenant le néo-indien, le New Ager, au contraire, est un prédateur. Il capte les énergies là où on en offrait aux divinités auparavant. Donc les circuits, les règles du jeu, si vous voulez, ont complètement changé. Alors cette culture néo-indienne, elle a cet aspect mystique dont je vous parle à l'instant. Elle a un aspect aussi tout à fait spectaculaire dans la création, l'invention de grands rituels néo-indiens. Par exemple, le néo-culte solaire de l'Inti Raymi, qui est célébré au solstice de juin par la ville de Cusco. Où on a la ville de Cusco qui se mobilise pendant une semaine pour rendre le culte au soleil, avec des processions, et en plus ça vient tout de suite après la fête Dieu, donc il y a une sorte de télescopage entre le culte de l'Eucharistie et la fête du soleil de l'Inti Raymi, hein, les deux quasiment en même temps, hein, ça a lieu en même temps et les deux servent la gloire des Incas, l'ancestralité programmée et réinventée. Et même, alors cette fête de l'Inti Raymi est devenue quelque chose de grandiose. De la même façon, vous avez les offrandes à Pachamama qui étaient faites au mois d'août traditionnellement dans les communautés. Maintenant, ça donne lieu dans la ville de Cusco à une offrande absolument somptuaire, si vous voulez. Alors qu'avant, c'était des toutes petites offrandes, on les enterrait dans un tout petit trou creusé dans la terre avec quelques gouttes d'alcool. Maintenant, vous avez la mairie de Cusco qui organise une offrande à la terre. Le trou est fait avec une pelleteuse dans les ruines incas, carrément une pelleteuse qui fait un trou de dizaines de mètres. Il y a toute la ville de Cusco, les gens font la queue pendant 10 heures à peu près pour déposer leur offrande au fond du trou. Si vous voulez, il y a une espèce d'émence, de démultiplication d'échelles et d'invention vraiment de rites qui n'ont plus rien à voir, vous voyez. C'est-à-dire qu'on part d'une base très très locale et on en fait un rite au niveau de toute la région et au niveau de la mairie, des institutions. On fait des offrandes à Pachamama maintenant dans les banques, dans les supermarchés. Hein. À l'université de Cusco, on fait une offrande, un sacrifice de lama. Le recteur, maintenant qui est mort malheureusement, qui était un ami, mais quand j'étais là-bas, dans les années
à la fin des années 90, début 2000, il y avait chaque année au département au département d'anthropologie de l'université de Cusco, un sacrifice de lama dont le sang était versé par le recteur avec 2 étudiantes habillées en princesse Inca pour la fécondité de l'université de Cusco. Un rite complètement... Bon, c'est un rituel évidemment qui était complètement inventé, mais qui prétendait être basé sur des coutumes locales. Le sacrifice de lama n'est pas pratiqué dans la région de Cusco, mais en Bolivie, beaucoup plus dans la région Aymara. Donc toute une série de rituels inventés et une réutilisation du travail des historiens et des anthropologues qui sont pillés, véritablement pillés, mais bon, c'est pour la bonne cause, puisqu'on est pillé pour créer des rites nouveaux, hein, dont je peux par exemple vous donner un exemple qui est assez spectaculaire, qui est un rite que j'ai observé moi-même, qui était pratiqué par celui qui était le grand chaman, néo-chaman plutôt, le grand néo-chaman de la région de Cusco, et qui, Aurelio Carmona pour ne pas le nommer, qui était un anthropologue qui connaissait très très bien les Indiens, et qui donc était, si vous voulez, placé aux premières loges pour inventer la néo-indianité, ce qu'il a fait admirablement, avec un talent fou. Et en particulier, le rituel que je vais maintenant pour lequel j'ai aussi des photos, il s'agit d'un patient qui vient de Lima pour se faire soigner. Il est, dit-il, hanté par une femme qui ne veut pas de lui, enfin une histoire assez banale finalement, mais il nécessite les soins de ce néo-chaman de la région de Cusco. L'un des moments, alors il se baigne, il fait un bain initiatique dans une cascade dont on nous dit qu'il y a des sources incas. Alors il cite toujours des sources incas pour nous montrer ce qui est très, très, très intéressant chez les néo-indiens, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup plus des incas que des indiens contemporains, hein, qui restent finalement dans leur statut d'infériorité par rapport aux glorieux ancêtres, le bon indien en quelque sorte, vous voyez. Et alors le rite que subit ce malade, on l'étend par terre et le néo-chaman va, avec des fils rouges, va entourer son corps de fils rouges, un peu comme on larde un roast-beef, vous voyez, dans ce style, mais avec des directions de fils un petit peu bizarres. Et là, je demande à Aurelio, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces fils il y en a qui passent dans le ventre, etc. Ah, mais je dis, comment, mais t'as pas compris, c'est évident, tu devrais savoir, toi qui es anthropologue, c'est le système de séquestre. Alors là, il fait appel à un travail de Tom Zoidema sur le calendrier Inca, qui montre comment la ville de Cusco était entourée de lignes de sanctuaires qui allaient dans les 4 directions du Tawantinsuyu et qui signifiaient de manière très compliquée que je ne peux pas vous expliquer ici, un calendrier solaire et lunaire déterminant des mois, les saisons, etc. Alors il m'a dit, mais tu ne comprends pas, il avait fait une homologie, en cela il était extrêmement andin, il avait fait une homologie entre la ville de Cusco et l'ensemble de l'Empire et son calendrier, et le nombril du malade qui représentait le centre de son corps par rapport, une homologie là aussi, hein, entre l'Empire Inca et son centre, et le corps du malade et son centre. Et il avait fait, disait-il, des séquestres qui étaient comme les lignes de lieux sacrés dans le calendrier. Donc, vous voyez là un travail d'un collègue, Tom Zoidema, qui a été complètement recyclé, retraduit pour soigner un malade. Et alors je lui dis, mais en fait, ces lignes, c'était des lignes de lieux sacrés. Et là, alors, ces fils rouges, c'est quoi? Il dit, mais en fait, c'est évident, ce sont des lignes d'énergie. Donc là, vous voyez un calendrier rituel inca réutilisé pour guérir un individu avec une notion d'énergie provenant du New Age. C'est ce genre de combinaison que les néo-indiens font de manière, je trouve, admirable. Alors, en même temps, ce sont des gens assez agaçants parce que ces histoires d'énergie, il y a ce côté prédateur surtout. Par exemple, moi, j'ai fait un terrain.
J'étais au Croyuliti, dont je vous ai parlé, après l'histoire de mon film. J'étais au Croyuliti avec des New Agers, un groupe de New Agers, qui ils venaient de Baltimore. J'étais à Pissar aussi, dans les ruines de Pissar. Je vais vous raconter, parce que c'est assez... J'ai fait du terrain avec les néos. Mais un vrai terrain, puisque ces gens-là suivaient un pèlerinage dans les différents sites incaïques pour retrouver le prochain Inca, celui qui allait être nommé le prochain Inca de la nouvelle ère. Et on cherchait l'Inca avec toutes sortes de rituels, absolument. Donc, assez insensé. Et c'était assez un terrain éprouvant, parce que j'avais une attitude... si vous voulez, moi je crois que une des conditions pour faire de la bonne anthropologie, c'est d'aimer les gens chez qui on travaille. De les aimer, mais vraiment avec de l'affect. Et là, je dois dire que ces gens, je les détestais et j'avais beaucoup de mal de travailler avec des gens que je n'aimais pas. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et d'ailleurs, je vais poursuivre après. Et pourquoi je vous disais ça ? Oui, parce que je parlais de ce pèlerinage, des nouvelles inventions, du fait qu'ils cherchaient le prochain Inca. Et peut-être que là, c'est le moment de vous parler de cette troisième expérience, ou cette expérience du troisième type que j'ai connue cette fois justement avec mon terrain sur les néo-indiens. J'étais à un moment dans ce groupe de New Agers avec le chaman qui nous conduisait sur les ruines. On allait chercher de l'énergie et chercher le futur Inca. Et puis, tout d'un coup, il y avait une sorte de connivence entre le néo-chaman et moi, pour des raisons, enfin, je peux expliquer par ailleurs, parce que son père était l'inventeur, finalement, de ce circuit mystique. C'était un professeur d'anthropologie qui était un de mes collègues. Et il savait que j'étais anthropologue, que j'étais là, pas pour recevoir de l'énergie, mais pour d'autres raisons. Et à un moment, il m'a trahi. Et il a dit, d'ailleurs, la gloire des Incas, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous en parler très très bien. C'est Antoinette qui est là, on peut lui demander de nous parler de la gloire des Incas, etc. Alors il parle tout son panégyrique. Et donc, en quelques secondes, il me transforme, il me récupère. Et c'est là où je voulais en venir au dernier rôle que j'ai reçu, où j'ai été offrande de sacrifice. J'ai été prédateur de Grèce indienne, et là je me retrouvais finalement en victime. C'est-à-dire que j'étais, moi comme anthropologue, véritablement, je me suis sentie immolée devant ces Indiens New Agers, et je devais fournir une légitimité à ce néo-chaman qui était en train de transformer complètement la culture que j'avais étudiée pendant des dizaines d'années. Et c'est une expérience évidemment à la fois riche parce que ça m'a fait réfléchir à l'évolution et comment l'instrumentalisation qui est faite des travaux ethnologiques, de la parole de l'anthropologue, le néo-chaman, me demandait une légitimité en quelque sorte. Et c'était assez difficile et je m'en suis tirée en racontant l'histoire de la vallée, comment l'Inca machin s'était battu contre ceci et cela, en essayant de me rapporter à l'histoire réelle en quelque sorte, où il n'y avait ni panégyrique, ni... Mais bon, j'étais là aussi une autre fois, pour d'autres raisons, très très mal à l'aise. Voilà. Ce processus de cette ethnogénèse finalement de néo-indianité, a au Pérou aussi, ce qui n'est pas le cas au Mexique d'ailleurs, une dimension politique qui est de plus en plus évidente. D'abord, c'était évident au niveau de Cusco, puisque le Cusco a eu un maire qu'on appelait Pachacuti, du nom d'un Inca. On a eu un autre maire qui s'identifiait avec un autre Inca. Et surtout, on a assisté en 2001 à l'intronisation du président Alejandro Toledo, le président de la République du Pérou, a été intronisé à Machu Picchu. Machu Picchu, il faut le dire, est maintenant la cathédrale de la néo-indianité. C'est vraiment, pas seulement de la néo-indianité, mais du New Age. Puisque, comme chacun sait, il y a une
une connivence entre l'aigle qui viendrait de l'Himalaya, le condor qui viendrait des Andes, le pouvoir masculin de l'Himalaya qui va nidifier son pouvoir masculin, comme je l'ai entendu dire par un New Ager, dans les Andes, qui est une montagne plutôt féminine, pour donner lieu à la nouvelle ère du Verseau. Et donc le président de la République du Pérou a été intronisé par le grand néo-chaman dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui invente des rituels fantastiques, et par des chamans tout à fait traditionnels qui venaient de communautés indiennes au cours d'une cérémonie qui a été filmée, retransmise par la presse de partout. Et cette cérémonie a été désignée comme la cérémonie qu'on savait être celle de l'intronisation de l'Inca, alors qu'on ne sait strictement rien, évidemment, de l'intronisation de l'Inca. Ils se sont appuyés sur des travaux qui n'existaient pas. Ce rituel a été totalement inventé. Toujours est-il qu'on avait là, pour la première fois, un président de la République en Inca, et qui donnait un peu la dimension politique que peut prendre. C'était d'autant plus drôle que Alejandro Toledo se faisait appeler El Cholo Toledo. El Cholo Toledo, Cholo, c'est le nom péjoratif qu'on donne aux Indiens. Et alors là, vous aviez le Cholo, l'Indien péjoratif, c'est l'Indien des villes, si vous voulez, l'Indien déculturé, l'Indien des villes, qui était tout d'un coup magnifié, qui devenait un véritable Inca en tant que président de la République. Et cette intronisation avait une valeur mondiale, puisqu'ont assisté tous les présidents de tous les États qui avaient conformé l'ancien empire Inca. Il y a eu une espèce de reconfiguration de l'Empire Inca avec les présidents de la République de l'Équateur, du Chili, même de l'Argentine, je crois. Il y avait Simón Pérez, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Israël. Et chose curieuse, l'infant d'Espagne. Tous ces gens ont assisté à l'intronisation de l'Inca avec le plus grand sérieux. Et la femme de Alejandro Toledo, qui est anthropologue, a fait un discours qui est un monument de néo-indianité, puisqu'elle en appelle au messianisme, au retour de l'Inca. Elle était habillée en princesse Inca. Bref, il y a toute une culture, si vous voulez, qui prend une dimension nationale qui est intéressante. Autre chose qui est intéressante, et je vous parle de ça parce que je voudrais un peu continuer mes travaux sur les néo-indiens dans ce sens. J'ai fait 2 terrains l'année dernière et l'année d'avant. Les 2 dernières années, là, je suis retournée sur le terrain des néo-indiens et il y a si vous voulez, une progression absolument spectaculaire de cette culture qui est en train de se faire, avec des rituels comme celui à la pelleteuse dont je vous parlais tout à l'heure. Mais maintenant, il y a des reconstitutions des rites d'initiation de la noblesse inca, étudiés par Tom Zoidema, qui est vraiment recyclé. Malheureusement, il n'est plus là pour constater l'efficacité de son travail, mais son travail est repris dans des rituels réinventés, par exemple celui l'année dernière auquel j'ai assisté, l'initiation des jeunes nobles dans une montagne proche du Cusco, où à la fois les gens sont habillés en Inca, la sœur de l'Inca, son épouse, est habillée en princesse, des costumes très élaborés, qui ont été élaborés à l'époque indigéniste à l'université de Cusco des années 20, et en même temps une grande modernité, puisque tout ce rituel de la noblesse des jeunes nobles Incas a été filmé par un drone qui était donné par la municipalité de San Jerónimo tout près pour filmer ce grand rituel et être présenté ensuite aux enfants des écoles, lesquels enfants des écoles forment le gros, si vous voulez, des troupes incas qui sont mobilisées pour ces immenses rituels. Alors dans ce même sens, il y a une chose que j'ai étudiée au cours de mes dernières missions, c'est l'apparition d'une noblesse inca. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, c'est très intéressant, c'est un néerlandais généalogiste qui un jour est apparu là-bas, qui s'est donné comme mission de retrouver les descendants des nobles incas
les descendants des Incas. Et alors, tant et si bien, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est que ce néerlandais qui mesure 2 mètres de haut, a les yeux bleus, et vraiment, c'est l'archétype du retour de Viracocha, c'est-à-dire le blanc qui arrive et qui vient révéler à ces Indiens qu'en fait, ils ne sont pas chauffeurs de taxi, ils font la plonge dans un bistrot, mais qu'en fait, ils sont descendants des gouvernants incas du Pérou. Et les gens ont marché, évidemment. Et maintenant, vous avez toute une noblesse inca qui, à la recherche de ses origines, avec ce néerlandais, qui fait des articles très intéressants, des travaux tout à fait intéressants et importants. Il a fait une thèse à l'université de San Marcos là-dessus. Et il y a même maintenant un de ces lignages nobles qui réclame le site de Machu Picchu en se fondant sur la loi d'autochtonie de l'UNESCO, de retourner les terres aux indigènes d'origine, en disant que son lignage noble de l'époque de Inca était propriétaire du site de Machu Picchu, et il le réclame à l'UNESCO. Des phénomènes de ce genre. Il y a maintenant des familles de la noblesse qui se disputent pour qui sera le prochain Inca. Donc ça marche vraiment. Ce sont des familles qui sont en train de recréer des mariages Incas, par exemple, en se fondant, ils font des recherches anthropologiques pour reconstituer les rituels tels qu'ils étaient, d'épurer, mais en même temps combinés, puisque c'est des rituels Incas, mais qui se passent dans les églises. Les ecclésiastiques ne savent pas très bien quel comportement adopter par rapport à des attitudes un petit peu compliquées. Et on assiste véritablement, et c'est ça finalement ce que je voulais dire, c'était le fond de l'intérêt de ces néo-indiens. C'est pas un phénomène spectaculaire, folklorique. Jacques Galinier et moi, on nous a très très maltraités quand on a commencé à travailler là-dessus. C'était la première fois, parce qu'il fallait faire... Si vous voulez, c'était un terrain qui était transnational, parce que c'est un phénomène maintenant qui se passe partout. Et on nous a dit qu'on travaillait sur des oiseaux, des types qui étaient un peu des Disneyland, des Incas, que c'était pas sérieux. C'est-à-dire, c'est un sujet on a eu beaucoup de mal à faire prendre au sérieux, ce sujet. Alors pourquoi il y aurait des sujets, des bons Indiens, des bons indigènes à étudier, et d'autres qui sont ridicules, Disneyland, vulgaires. Combien de fois on nous a dit, mais ces gens sont vulgaires, ils font des rituels qui sont complètement ridicules et vulgaires. On a eu du mal à prendre au sérieux, et maintenant il y a plein d'études sur ce genre de phénomène. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est pas tellement le caractère spectaculaire, le fait qu'il y a un changement quand même d'attitude ethnologique, il faut faire des études dans plusieurs endroits à la fois, prendre au sérieux ce qu'on prenait avant pour des caricatures. Et en fait, ce qui est intéressant, le fond de la question, c'est quoi ? C'est qu'on a devant nous une culture en train de se faire, en train de se construire, et qu'on peut suivre d'année en année. Alors qu'avant, on avait une culture qui s'est fabriquée entre l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle et l'arrivée des anthropologues au XXe, et il fallait suivre ces 4 siècles pour voir comment se forge cette culture, telle que je l'ai vue par exemple au Croyoliti. Ça a pris 4 siècles quand même, la constitution de tout ça. Là, en 10 ans, on peut voir comment cette culture évolue devant nous, par l'ethnographie, pas par l'histoire, pas par des documents d'archives, simplement en regardant d'année en année comment les rituels changent, le New Age arrive, le mélange avec le New Age, comment se fait ce mélange, l'apparition, l'invention d'une nouvelle noblesse avec ses rituels inventés, tout ça pour faire ce que je pense être, et c'est un peu là-dessus que je voudrais travailler dans les prochaines années, c'est-à-dire la constitution d'une véritable culture, peut-être pas nationale, mais en tout cas régionale, avec toute la cohérence d'une vraie culture et pas du tout d'un gadget comme on a pu le croire à un certain moment, et la chance de pouvoir observer sa formation devant nous par l'ethnographie.